Vous écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis sur Radio Ma'arif, toujours à la poursuite de notre passé infatigable, avec le soutien d'énormément de ressources connectées des deux côtés de la Méditerranée pour nous éclairer sur ce qui nous est arrivé dans l'histoire. Alors on est avec Mahdi Rouelguet, que vous connaissez, Mahdi Rouelguet de Bordeaux à distance. Salut Mahdi. Salut Reda. Comment ça va ? Ça va bien ? Ça va. Bon écoute, on va parler de l'or, sujet qui ouvre énormément de fantasmes. Et pourquoi tu nous as proposé de parler de l'or d'ailleurs ? C'est une question. Alors, j'ai proposé ce sujet tout simplement parce que l'or joue à travers les siècles et même à travers les millénaires un rôle central. Un rôle majeur, déterminant. Et évidemment, notre époque et notre actualité nous rappellent à quel point l'or tient une place essentielle dans l'économie, dans nos vies, même dans nos représentations, dans notre imaginaire. En effet, suite aux problèmes économiques et à la crise économique et financière que l'on connaît actuellement, et dans un contexte plus global qui est celui des tentatives de dédollariser l'économie, c'est-à-dire faire en sorte que le dollar ne soit plus le seul étalon monétaire au niveau mondial, enfin le seul élément qui permet de mesurer la valeur ou de faire ces échanges, par exemple en achetant les matières premières, c'est surtout de ça dont il s'agit, eh bien on reparle de ci, de là, de la possibilité de faire ces achats avec de l'or. En effet, ce qu'il faut dire, c'est que l'or continue à être une des caractéristiques de la grande puissance. Autrement dit, on ne peut être une grande puissance mondiale sans posséder des réserves or. Bien entendu, la puissance qui possède la plus grande réserve en or du monde, c'est les États-Unis. Et ce que l'on sait un peu moins, alors les États-Unis depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Si l'on suit le trajet de l'or, eh bien ça nous donne une idée assez précise de qui est en passe de devenir la grande puissance. Ça nous donne une indication sur les mouvements, les changements, les mutations dans l'ordre mondial, dans l'échiquier, le grand échiquier des relations internationales. Et évidemment, par rapport à ça, ce que l'on peut dire, c'est que depuis les années 2000, la Chine est devenue la deuxième puissance au niveau mondial, au niveau des réserves en or. Et juste pour la petite histoire, qui peut-être intéressera nos auditeurs, mais sachez que depuis, je crois, la guerre froide, les réserves en or de l'Allemagne étaient gardées en France. Alors, pour quelle raison ? Tout simplement parce que la RFA étant sur la ligne de front avec les troupes du pacte de Varsovie, enfin de l'Est, sous commandement soviétique, il avait été jugé sage de mettre ça un peu plus à l'arrière. Et aussi, ça disait quelque chose, c'était une des bases aussi de la relation et de la réconciliation franco-allemande. La confiance. Et depuis, je crois, 2-3 ans, depuis 2018, mais la date, je l'ai plus exactement en tête, mais bon, c'est pour juste donner un ordre de grandeur, une idée. Eh bien, l'Allemagne a décidé de rapatrier la totalité de ses réserves or sur son territoire national. Donc, vous voyez bien, les histoires qui concernent l'or ne sont jamais anodines. On verra si l'or redevient l'étalon monétaire international. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que en 1944, c'est là un point de bascule. C'est un moment extrêmement important de changement. Eh bien, il a été décidé, c'est ce qu'on appelle les accords communément, les accords Bretton Woods. Il a été décidé que désormais, ce ne serait plus l'or qui déterminerait la valeur de la monnaie, mais ce serait le dollar qui déterminerait la valeur, c'est-à-dire que toutes les autres monnaies s'apprécieront par rapport au dollar, et le dollar s'apprécierait en fonction de la réserve or détenue par la Banque centrale américaine, ce qu'on appelle la Fed. Et autre point de changement, si on garde en tête comme ça le déroulé des événements, la frise chronologique, en 1971, du fait des difficultés rencontrées avec la guerre du Vietnam, l'administration Nixon a décidé de façon unilatérale
que désormais l'or ne servirait plus à déterminer la valeur du dollar. C'est-à-dire qu'on a fait sortir l'or, si vous voulez, de la valeur de la monnaie. Enfin, voilà. Et donc, évidemment, on voit bien que il y a une volonté de la part de la Chine. Alors évidemment, la Chine, elle a réussi à constituer la deuxième réserve or du monde grâce à des réseaux, Dubaï, l'Inde, les marchands indiens, pas l'Inde, parce qu'évidemment l'Inde est très en concurrence avec. Mais autre élément à remarquer, je reviens sur les États-Unis, mais c'est que jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'était évidemment la Grande-Bretagne au premier chef et la France qui détenait les premières réserves mondiales du monde en or, et cet or est parti en direction d'outre-Atlantique, c'est-à-dire des États-Unis. Donc en fait, on va plonger dans l'histoire, et l'histoire de l'or qui nous concerne, notre partie de la géographie mondiale. Mais en fait, ce que tu nous dis, c'est que l'or n'a jamais vraiment perdu, malgré les dématérialisations, la virtualisation de tous les échanges. Enfin, à la fin de tout ça, il y a toujours de l'or, en fait, finalement. Et ça se voit même dans les ménages, où il y a des objets en or qui sont toujours considérés comme une valeur refuge, quel que soit le statut social. Très souvent, on a des bijoux en or qui se passent de génération en génération. Il y a des achats d'or qui se font sur des choses qu'on garde dans des coffres parce qu'on a l'impression que c'est la sécurité, en fait. Et au niveau des États, c'est un peu pareil, quoi. C'est ça, il y a un aspect rationnel et aussi irrationnel. Alors évidemment, étant moi-même historien, j'ai plutôt tendance à ancrer ça dans un passé lointain, car évidemment ce qu'il faut rappeler, c'est que le Maghreb, et c'est malheureusement assez peu connu, c'est peu appréhendé à partir de ce prisme-là, de ce point de vue-là, c'est que le Maghreb a joué un rôle déterminant, essentiel, fondamental au sens premier du terme, dans la naissance et le développement du capitalisme. Et pour cela, pour comprendre ce rôle joué, ce rôle imparti au Maghreb dans la naissance et la genèse donc du capitalisme, il faut bien entendu revenir à l'or. Et revenir à l'or, c'est revenir aux relations entretenues entre le Maghreb et ce qu'on appelle le Bilad Soudan. Alors le Bilad Soudan, plus précisément, c'est l'Afrique de l'Ouest. C'est l'Afrique sahélienne dans sa dimension occidentale. Donc tout à la fois, ça correspond plus ou moins. Alors évidemment, il n'y a pas d'État-nation en Afrique avant 1960, avant les indépendances, mais on peut retenir plus ou moins une partie de la Mauritanie, j'en reviendrai sur ce point, le Sénégal, le Mali, le Niger, Côte d'Ivoire, une partie de la Côte d'Ivoire, une partie de la Guinée-Conakry, alors par là, et de la Guinée-Bissau, plus ou moins jusqu'au Tchad. À partir du Tchad, les géographes arabes, qui les premiers nous donnent des renseignements plus ou moins précis sur cette zone géographique, établissent une limite. Alors il n'y a pas de frontières évidemment au Moyen-Âge, il y a des zones, des espaces interstitiels, c'est-à-dire des espaces où on progressivement sur des zones de transition qui s'étalent sur plusieurs centaines de kilomètres, eh bien, on change d'entité civilisationnelle, de langue, aussi d'enjeux économiques, marchands, à partir du Tchad. Donc c'était là une autre entité toute différente. Donc ce qui s'appelle, pour être très clair, ce qui s'appelle aujourd'hui le Soudan n'est pas d'emblée de Soudan. Absolument pas. Le Soudan est de l'autre côté de la frontière verticale, en fait. Non, ça correspond plutôt à la Nubie, pour ce qui est la partie nord actuelle du Soudan et le sud de l'Égypte, ce qu'on appelle Saïd, plus ou moins. Et évidemment, c'est autre chose. Alors, bien sûr, ça joue sur le mot qui est Bilad Soudan. Mot à mot, littéralement, ça signifie le pays des Noirs. Donc, évidemment, ça peut prêter à confusion. Mais les Français, lorsqu'ils ont entrepris de dominer et de coloniser l'Afrique de l'Ouest, on parlait de Soudan occidental. C'était ça, la terminologie en vigueur à l'époque. Et c'était évidemment pour se différencier du Soudan oriental qui était en passe d'être colonisé avec des très grandes difficultés par les Britanniques, par les Anglais. Donc dans ce bled Soudan tel qu'on le définit nous, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest plutôt, l'Afrique de l'Ouest subsaharienne, oui. Il y a de l'or, techniquement. Techniquement, non seulement il y a de l'or, il y a au moins 3-4 grands gisements aurifères. Il y a d'abord le gisement dit de Bambouk. Alors Bambouk, ça correspond au Bambouk, la zone où on parle plus ou moins le mandingue ou le malinké. C'est la zone qui correspond, si vous voulez, à l'est du Sénégal et à l'ouest du Mali. Vous avez aussi une zone au nord de la Côte d'Ivoire et du Ghana, sur le bassin de ce qu'on appelle du fleuve qu'on appelle Sirba, donc qui correspond plus ou moins au Burkina Faso. Alors, il faut relever
que ces 3 ou 4 gisements aurifères, il y en a encore un autre, bon, je reviendrai. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces 4 gisements aurifères, ou 3, suivant les époques, eh bien, ont tout simplement servi, et je pèse mes mots, servi, alors, directement, on va un peu rentrer dans la discussion, mais ont servi au décollage économique de l'Occident, en fait. Et si on a eu pendant des siècles un inexorable Occident, avec des velléités expansionnistes qui ont commencé à se manifester, on va dire, à partir du moment des croisades, au XIIe siècle, et bien plus tard avec les monarchies ibériques, on reviendra sur l'or et les monarchies ibériques. Hein. Vos auditeurs connaissent certainement le terme conquistador, hein, Bien sûr. la conquête pour l'or, essentiellement pour l'or, et bien entendu plus tard, jusqu'au XVIe siècle, on peut dire que c'est de là, de l'Afrique de l'Ouest, des gisements aurifères précités, que provient l'essentiel, l'immense majorité de l'or qui se retrouve en circulation tout à la fois au Maghreb, en péninsule ibérique et dans le reste de l'Europe. Hein. C'est ça qu'il faut bien sûr souligner. Alors jusqu'à quand ? Jusqu'au XVIe siècle, moment où principalement la couronne d'Espagne, des Espagnes, parvient à, si je puis dire, mettre la main, à se saisir des richesses aurifères, d'abord par le biais du pillage de l'Empire aztèque, puis dans un second temps de l'Empire inca, avant de trouver des mines d'or et des mines d'argent. Et là, on va, avec l'époque moderne et la première mondialisation, complètement changer d'échelle. Mais nous, ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est revenir sur les débuts. Alors pardon, c'est un petit peu un travers, un défaut des historiens. Le grand sociologue Weber parlait toujours du péché des historiens, c'est-à-dire de revenir aux origines, au début, à la genèse. Donc évidemment, c'est plutôt de ça dont on va parler en premier. Il y a un paradoxe, c'est que, donc, d'après ce que nous disent tes confrères, le Maroc, les Marocains, bon, on va assumer l'anachronisme, avec comme business model donc le commerce transsaharien, c'est-à-dire aller chercher des denrées derrière le Sahara, qu'il faut voir un peu comme un océan et avec des gens qui ont la capacité de le franchir, capacité militaire. D'ailleurs, je ne sais pas si les auditeurs savent, mais parmi les très nombreux noms qui servent à désigner le chameau, plus exactement le dromadaire en arabe, il existe le terme Safinat al-Sahara, donc Safina, le vaisseau, le navire, le vaisseau. C'est-à-dire que du point de vue arabe, hein, et là je parle plutôt d'un point de vue linguistique, hein, le désert est assimilable à une mer. Alors pourquoi ? Parce que c'est un espace que l'on traverse à ses risques et périls. C'est un espace qu'on ne peut traverser sans se mettre en danger. Évidemment, on peut revenir au Coran et à la dimension de la lumière, hein, qui brûle, qui met l'homme en danger de mort, hein, d'abord d'être brûlé, enfin de mourir de soif, d'inanition, et évidemment par rapport au Jannah, hein, l'oasis, et par glissement de sens, et la verdoyance est aussi la verdoyance qui donne de l'ombre, qui permet à l'ombre d'échapper un instant au moins aux terribles effets des rayons du soleil. Alors ouais, je reviens sur mon paradoxe que tu vas nous expliquer. Donc on a des gens ici qui vont chercher des denrées en traversant cet océan de chaleur ou de lumière ou de soleil, et qui ramènent donc des denrées et qui sont capables de les exporter vers l'Europe. C'est bien ça, donc, ou de faire c'est ce qu'on appelle le commerce transsaharien, si j'ai bien compris. Et dont la chute est une des raisons de l'inversement des rapports de force, puisque ce business va s'arrêter à cause de... Enfin, entre autres, parce que les Européens vont aller chercher directement les denrées. Ça, c'est une des choses... Comme tu dis, le business ne va jamais véritablement s'arrêter, jusqu'au protectorat. Il va se ralentir. Il va se ralentir, c'est-à-dire que pendant des siècles, ce qui a fait la fortune du Maghreb, et on peut souligner d'ores et déjà le fait que le moment où, au XIe siècle, avec les Almoravides, on est là dans la seconde moitié du XIe siècle, hein, Marrakech est fondée vers 1070 à peu près de l'ère commune, hein, on est là au IVe siècle de l'Hégire, eh bien le moment où le Maghreb apparaît en tant que grande puissance, ça correspond au moment où les flux transsahariens se sont déplacés en direction de l'ouest, en direction du Maroc, et évidemment la vocation historique des Maghrébins, c'est en premier lieu de ramener, d'acheminer l'or du Bilad Soudan. C'est ça qui les met en position de puissance, c'est ça qui leur permet de pratiquer une politique de grande puissance, donc d'abord en se dotant d'une armée digne de ce nom,
y compris une armée qui est capable de faire la conquête de l'Andalous ou qui est capable aussi de faire la conquête du reste du Maghreb, par exemple avec l'épopée almoravide qui s'arrête jusqu'à Alger, ou avec les Almohades qui vont réussir, et c'est les seuls à avoir réalisé jamais cet exploit, à unifier la totalité de l'Occident musulman, c'est-à-dire tout à la fois le Maghreb et l'Andalous en même temps. Et aussi, évidemment, ce qui va de pair avec ce qui coûte le plus cher et qui est une des bases en Europe, si vous voulez, de la création de l'État moderne, c'est-à-dire la création d'une flotte digne de ce nom. Eh bien, tout ça, rien. Par rapport à juste le lien à établir, le lien qui doit apparaître désormais comme naturel entre l'or, l'accélération des flux transsahariens et le fait qu'on a de l'or en grande quantité, c'est le moment où, par exemple, les Maghrébins, avec les premiers, la dynastie fatimide, plus tard suivi par les Omeyyades et plus tard par les Almoravides et les Almohades, ont créé une institution qui a eu une très grande importance au niveau de l'histoire mondiale, de l'histoire universelle, à savoir l'Arsenal. L'Arsenal, évidemment, ce n'est pas juste le club de foot que l'on connaît tous, mais l'Arsenal, c'est quoi? C'est le Darsina'a, donc le lieu où l'on, donc qui est passé ensuite dans les langues européennes, comme d'habitude par l'entremise, par le truchement du castillan, de l'espagnol, à Tarracena, Taresina, évidemment, et c'est comme ça que c'est devenu Arsenal. C'est l'endroit où l'on fabrique des navires, on peut les mettre à sec, et évidemment, vous avez un port, tout à la fois port qui possède une vocation militaire, mais aussi marchande par la même occasion. Donc évidemment, l'investissement de la mer, et précisément de la mer Méditerranée dans un premier temps, et surtout, les Maghrébins investissent l'espace atlantique. Ils ont été les premiers à le faire, avant que les Portugais, progressivement entre le XIIe et le XVe siècle, se substituent à eux et réussissent à avoir l'avantage sur eux. C'est toujours un problème de rapport de force militaire, et donc là on est dans le cadre de la politique navale. Évidemment, ça c'est une conséquence, et une conséquence directe des relations privilégiées qu'entretiennent les Maghrébins avec le Bilad Soudan, car il faut bien savoir, il faut remarquer que l'une des bases, l'une des clés de cette prospérité du Maghreb, on va dire entre le XIe et le XIVe siècle, eh bien, c'est le fait que le Maghreb a, avec l'Afrique de l'Ouest, avec le Bilad Soudan, une balance des paiements positive qui permet de dégager, d'engranger de très très importants revenus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une balance des paiements positive? Ça veut dire que, plus ou moins, les Maghrébins exportent à partir d'Armet, de Sijil Messa, notamment si on part de la partie la plus occidentale du Maghreb, qui correspond au Maroc actuel, exportent du fer, du cuivre, des habits sous une forme finie, sous une forme plus ou moins manufacturée. Et juste, il y a quelques années, en 2014, je m'étais un peu occupé de l'exposition Le Maroc, créateur d'empire, et j'avais signalé à l'attention des commissaires d'exposition l'existence d'un carnet de Théodore Monod. Alors Théodore Monod, c'était un Français qui arpentait et qui marchait en tous sens dans le désert, qui est avec une dimension aussi spirituelle, etc. Et il a eu la grande chance, aujourd'hui on ne pourrait plus faire ce genre de découverte du fait des changements climatiques qu'a connu récemment le Sahara, on va dire depuis les années 70, eh bien il est tombé sur une caravane. En fait, il y a eu une tempête de sable assez importante puisqu'elle a déplacé des dunes entières, et on est tombé sur une caravane, et Théodore Monod a tout de suite compris qu'il s'agissait d'une caravane qui n'était pas une caravane du temps présent, de l'époque contemporaine, qu'elle était beaucoup plus ancienne. Et en fait, il a prélevé des éléments, il a fait un relevé assez sommaire sur des carnets. Et qu'est-ce qu'on a? On a des lingots de cuivre, je crois également de fer, il faudrait que je vérifie, je me souviens plus, qui sans doute proviennent de la région actuelle de Marrakech, peut-être d'Armet, c'est certainement même, et qui étaient exportés vers le Bilad Soudan. Et le Bilad Soudan, lui, il envoyait soit de l'or sous forme brute, sous au moins peut-être 3 formes, sous forme de bobines, sous forme aussi et ça c'est sans doute la forme la plus importante, enfin du point de vue du volume exporté, il y avait aussi ce qu'on appelle un tibr daqiq. Tibr, c'est-à-dire sous forme de poudre. Donc daqiq, dgig, évidemment, ça fait. Et peut-être aussi, on frappait des dinars qu'on appelle sola,
Soula, c'est ça qui a donné, par exemple, en arabe maghrébin, sla, c'est-à-dire chauve, parce qu'en fait, elles étaient pas, on avait la forme d'une pièce, mais on n'avait pas, bien entendu, la légende dessus, avec le nom, évidemment, du souverain, la date d'émission, et très important, c'est des pièces vierges. C'est des pièces vierges, plates, ouais. Quoi, et juste pour comprendre ça c'est d'un point de vue symbolique, je crois que c'est tout à fait significatif. C'est que le Bilad Soudan exporte parfois des pièces sous forme vierge, et les Almoravides leur renvoyaient les mêmes pièces, mais frappées avec le nom du souverain, Youssouf ibn Tashfin ou bien Ali ibn Youssouf, avec le lieu d'émission de la frappe, si je mets ça, Fès, Septa, ou Marrakech, ou etc. Donc évidemment, ça c'est tout à fait significatif. Et aussi les Maghrébins exportaient, donc bien sûr ça met en mouvement, ça met en branle la totalité du Sahara, exportaient aussi du sel, qui était des mines de sel, donc c'est du sel minéral, hein, c'est pas le sel de la mer évidemment, un premier temps, dont le Bilad Soudan avait un grand besoin. Donc évidemment, ce qu'on peut dire, c'est que la balance des paiements, elle jouait, parce que dans l'échange marchand, dans le commerce, il y a toujours un perdant et un gagnant. Ce que je peux dire par là, c'est que pendant des siècles, les Maghrébins ont réussi à dégager une richesse considérable qui leur a sans doute permis, dans un second temps, d'émerger en tant que grande puissance. En effet, ça n'a rien à voir à un point tel que l'histoire qui précède les Almoravides, il faut bien dire, on a déjà eu l'occasion d'échanger à ce propos avec toi, Reda, c'est que évidemment, l'histoire qui est avant, on la connaît très peu. Peu d'écrits, peu de production, et beaucoup de fantasmes. Beaucoup de fantasmes et beaucoup de mythes au sens premier du terme, c'est-à-dire une explication des origines. Alors donc je récapitule un petit peu. Donc on découvre via ce monsieur Théodore Monod une caravane almoravide, si j'ai bien compris. Alors oui, à l'époque on était à la pointe de la technique, c'était le carbone 14 qui servait à déterminer. Donc le problème du carbone 14, c'est que c'est relativement imprécis. Ça nous donne une fourchette d'environ 2-3 siècles, et la fourchette qui a été établie grâce à ces analyses, c'est entre le 13e et le 10e siècle. Donc voilà. Mais on pense que c'est probablement une caravane d'époque almoravide, donc c'est plutôt une caravane almoravide figée dans l'éternité par une tempête de sable, tempête ou un truc comme ça. Voilà. Un chergué de l'époque. Et qui est sur le départ, enfin c'est-à-dire qui a des produits marocains, c'est-à-dire maghrébins. Oui, c'est ce qu'on pense. On pense que c'est des produits maghrébins c'est une caravane qui se dirigeait, si vous voulez, dans un sens nord-sud, hein, donc du Maghreb al-Aqsa, donc plus ou moins du Maroc actuel, en direction du Bilad Soudan, peut-être en direction de l'empire du Rhénan, hein, parce qu'on va dire quand même un petit mot des entités du Bilad Soudan elles-mêmes. Ouais, justement, on va en parler, mais juste avant, donc on va rappeler qu'on est si on est toujours dans l'époque almoravide, entre 1050 et 1150, pour avoir des chiffres un peu ronds. Et moi j'ai une question, mais vraiment c'est que j'aime bien nourrir l'imaginaire. On parle de combien de chameaux là? Et c'était 50, 100, 150, 200. J'essaie d'imaginer l'amplitude de l'expédition, quoi. Alors le problème, c'est que pour tout ce qui a trait à l'histoire de l'Occident musulman, et même l'histoire entre guillemets des différents mondes musulmans et de l'islam en général, dès qu'on aborde la question des chiffres, on risque de tomber dans le flou. Le très grand Ibn Khaldun, que j'apprécie tout particulièrement, il dit à propos de Al-Mas'udi, donc qui est l'auteur par excellence de l'époque abbasside, l'auteur classique, c'est-à-dire celui auquel on doit se référer, il donne des chiffres qui sont absolument invraisemblables. Et il va même aussi dire sur l'armée de Moussa dans le Sinaï a pas assez de ressources pour nourrir. Vous voyez, mais il y a eu de ci de là quand même des démarches rationnelles pour essayer de donner quand même un ordre de grandeur vraisemblable. Et par rapport aux chameaux, on sait qu'il y avait sans doute des caravanes composées de plusieurs centaines de chameaux, et on parle pour l'époque almoravide et almohade. Alors là, ce sont des chiffres qui ont fait couler beaucoup d'encre. On parle, juste pour vous dire la fourchette, il faut donner la fourchette un petit peu, hein, on part entre 1 ou 2 tonnes d'or par an, jusqu'à, hypothèse haute, entre 16 et 17 tonnes. Donc ce qu'il faut remarquer tout de suite, c'est qu'on est au Moyen-Âge, et que cet ordre de grandeur, hein, ce volume échangé d'or, bien sûr, il est sans commune mesure avec celle de l'époque moderne. Hein, bien sûr. Par exemple, les Espagnols qui amènent l'or depuis Cartagena de las Indias, aujourd'hui en Colombie, eh bien, on parle de plusieurs centaines d'or par an. Quand ça se passait bien, hein, parce qu'il y avait des années, il y avait les tempêtes, Combien? Centaines de kilos? De tonnes.
De tonnes. tonnes. Ah, d'accord. Et puis, je sais pas si vous avez vu l'actualité, mais on a retrouvé, parce que c'était un navire espagnol qui fait couler beaucoup d'encre, excusez-moi pour le lapsus, mais d'encre au sens premier du terme. Évidemment, c'est l'idée que le bateau renfermerait en son sein, donc c'est une épave, ça a coulé, quelque chose comme 17 milliards de dollars d'or enfermés dans ce bateau, donc qui est en train d'exciter l'imagination de tous les pilleurs d'épaves du monde. Mais évidemment, ce que je veux dire par là, c'est que nous, on revient sur la première mondialisation. Alors, le flux, les volumes ont beau paraître relativement faibles. Donc, si on retient l'hypothèse haute de 17 tonnes, ou l'hypothèse basse de 2 tonnes, néanmoins, l'arrivée de cet or, je vous prie de croire, a tout changé. Alors, avant d'arriver à l'impact de cet or, juste pour rester sur les ordres de grandeur, Pizarro, qui est le conquistador qui s'intéresse au Pérou, au Pérou actuel, l'Empire Inca. C'est Atahualpa, je crois, qui est le roi Inca de l'époque. Je crois qu'il ramène 5 ou 6 tonnes, 4 ou 5 tonnes. Enfin, c'est ça le... Il remplit la pièce pour être otage. Alors, moi, je dois dire, et je dois avouer que je suis totalement fasciné par cette histoire. Donc, je suis allé au village natal de Pizarro. Donc, le village s'appelle Trujillo, c'est dans l'Extremadure. C'est la région, pendant très longtemps, ça a été la région la plus pauvre d'Espagne. D'ailleurs, c'est là que Luis Buñuel, pour ceux qui aiment le cinéma, dans les années 20, est allé tourner un film qui s'appelle Tierra sin pan, terre sans pain. Parce que c'est une terre tellement pauvre qu'on n'était même pas en capacité de faire du pain. Luis Buñuel, qui a beaucoup filmé la bourgeoisie d'ailleurs. Oui, ça c'est plus les années 70, etc. Le fantôme de la liberté et tout. Non, mais ce que je veux dire par là, donc, le village est absolument extraordinaire, parce que c'est dans la pampa, il n'y a rien du tout. Et puis d'un coup, vous avez des monuments, alors là, extraordinaires. Avec une cathédrale, avec derrière un retable, c'est-à-dire ce qu'il y a derrière l'autel, donc on est la partie la plus importante du point de vue du culte catholique, eh bien, un mur entier d'or et d'argent. Phénoménal. Moi, je peux être facilement influençable et impressionné, d'accord, mais il n'en reste pas moins que Trujillo, donc un village de rien, les conquistadores, donc les conquistadors, à commencer par Pizarro lui-même, ont ramené de l'or dans des quantités que l'on n'avait jamais connues, qu'on n'avait jamais vues en Europe. Jamais. Encore dans la période précédente, au XVe siècle, vous avez un auteur allemand qui s'est baladé en péninsule ibérique, qui s'appelle Jérôme Münzer. Il dit bien à quel point les élites partout parlent de l'or détenu par les Maghrébins. On sait que l'or vient du Biled Soudan, ça on le sait très bien, c'est bien attesté, notamment les Génois, donc qui sont toujours à la pointe du capitalisme pour l'époque médiévale, pour le Moyen-Âge. Déjà au XVe siècle, ils sont dans le Tawet, c'est-à-dire bien avancés dans le... Donc on sait d'où provient cet or. On sait d'où il vient parce que, évidemment, déjà à la période précédente, le problème c'est que il y avait toutes sortes de légendes et de fantasmes sur l'or. J'évoquais tout à l'heure El Mes'udi, on peut le prendre comme, si vous voulez, comme archétype, comme exemple par excellence de la culture classique arabe, donc c'est-à-dire abbasside, les deux étant synonymes. Eh bien, il fait part de la légende, il raconte une légende comme quoi l'or pousse à la façon des carottes, jazar, bien avant qu'il devienne le réseau national, et donc évidemment ça pousse dans le sable. Donc vous voyez, vous avez toutes sortes de légendes. Je fais part, je mentionne cette légende, mais il y en a évidemment d'autres. Celle-là, comme elle a été racontée par le Mes'udi, chaque auteur par la suite, les géographes se sont sentis obligés de démentir, d'infirmer, ou à la façon un peu arabe des chroniques, c'est-à-dire des sources médiévales, eh bien d'en faire part, sans plus. Sans infirmer ou affirmer la... Donc l'or qui pousse littéralement, qui sort de terre. Oui, qui sort de terre, absolument. Voilà. Non, mais juste une petite parenthèse aussi, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce thème. Mais si vous voulez savoir, puisqu'on parlait de film, je conseille à nos auditeurs un film qui met en scène cette folie de l'or, s'appelle Aguirre, la colère de Dieu. Avec Klaus Kinski. Où on voit Klaus Kinski, qui littéralement à la tête d'une poignée de conquistadors, devient littéralement fou. À la poursuite dans la forêt amazonienne, à la poursuite de cet or, ce fameux Eldorado un peu mythologique, mais on voit vraiment
le monde dans lequel on est et l'incroyable fascination qui va jusqu'à la folie qu'exerce ce métal, quoi. La folie qui est bien, folie qui est bien incarnée par Klaus Kinski. Hein. J'ai fait ça. Ouais, non, voilà. Ouais, parce que si vous voulez rentrer là-dedans, le tournage est aussi. Voilà. Et le dernier plan avec Klaus Kinski entouré de singes, pour moi, c'est un des plus beaux trucs du cinéma. Alors ça, c'est l'or d'Amérique du Sud. On va revenir à l'or africain. L'or africain, donc, que les Maghrébins vont chercher au sud du Sahara. Alors, tu voulais nous dire 2 mots sur les entités politiques avec lesquelles elles dealaient. Donc, quand elles traversaient le désert, elles avaient des interlocuteurs pour commercer, échanger, donc, ce qu'on proposait, que tu nous as bien décrit avec ce fameux or. Elles parlaient avec qui, en fait? Alors, il y a plusieurs interlocuteurs. Parce que, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que, d'accord, l'or a tout changé pour les Maghrébins, avant, par voie de conséquence, tout changé pour l'Europe occidentale, mais d'abord, ça a tout changé pour les entités ouest-africaines. Pourquoi ? Parce que pendant des siècles, le Sahara, alors pendant l'Antiquité, on parle d'une voie Garamantes de la Libye, a été plutôt un obstacle. Très, très, très difficilement franchissable. Et la domestication du dromadaire, dit-on, à l'époque romaine, plus l'islamisation et le fait que les Berbères, grâce à la cohérence donnée par la nouvelle religion, alors pas sous une forme telle qu'on la connaît, qui est majoritaire aujourd'hui, sous la forme du kharijisme et de l'ibadisme, en fait, a eu suffisamment de force et de cohérence pour devenir à son tour aussi une entité expansionniste. C'est-à-dire qu'on a un mouvement des populations berbères du Sahara en direction du sud. Évidemment, moment où ils rentrent en contact avec des marchands qui sous-traitent l'or. Parce que les gisements aurifères sont situés relativement loin. Je pense en particulier des gisements aurifères qui sont situés au nord du Ghana actuel, qu'on appelait Gold Coast, jusqu'aux indépendances, jusqu'aux années 60. Eh bien, il y a plusieurs intermédiaires avant d'arriver à des entités qui, là aussi, grâce sans doute à l'arrivée de l'or, et grâce aussi à l'islamisation, ont créé une ébauche d'État, on va l'appeler État pour comité de langage, qu'on appelle l'Empire du Rhénat. Alors l'Empire du Rhénat, c'est pas du tout le Ghana actuel. Encore une fois, le Ghana a pris son nom dans les années 60 pour faire, entre guillemets, plus africain, pour aller rechercher une authenticité qui puise ses racines au-delà de l'expérience coloniale. C'est le cas aussi du Burkina Faso, anciennement Haute-Volta. Donc Haute-Volta, ça faisait référence, vous savez, au découpage départemental français. Vous avez des Hautes-Pyrénées, puis du coup vous avez une Haute-Volta, et on a aussi un Haut-Atlas, qui est justement dans le même sillon, dans le même ordre d'idées. Et donc cet empire du Ghana, c'est une entité qui s'étend entre le sud de la Mauritanie, puisque la capitale du Rhénat était sans doute située là. Donc cette cité s'appelait Aouderoust, ville complètement ruinée, qui n'existe plus, et qui a été reconnue dans les années 70 avant que les changements climatiques et la désertification de plus en plus prononcée du Sahel, avec le problème que pose le sable qui se déplace sans cesse, évidemment, nous empêche. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé dans cette Aouderoust ? C'est assez intéressant. On a trouvé notamment des lingots d'or, parce que j'ai oublié tout à l'heure, mais sans doute la forme lingot aussi existait. On a trouvé des lingots, on a trouvé des bijoux en or. Donc ces vestiges archéologiques témoignent du fait que l'or était présent. Et va aussi avec l'or, ce qu'on a oublié de dire, c'est tout le commerce de l'esclavage. Parce que là encore, cet esclavage qui permet aux empereurs, aux souverains, de disposer, de bénéficier d'une puissance comme jamais. On ne peut être empereur ni être souverain. Plus tard, ce sera le cas au XIIIe siècle, au XIIIe, XIVe, avec les empereurs du Mali. Donc là, on est un peu plus à l'ouest. Eh bien, eux, on sait très bien qu'ils ont des milliers et des milliers d'esclaves à leur disposition. Et c'est là une des bases, évidemment, de leur pouvoir et de leur puissance. Alors, même chose, cet or, il faut bien comprendre, est indissociable aussi du commerce de l'esclavage. Et quand on a enfin des sources qui nous permettent de donner un éclairage sur l'histoire du Maghreb, eh bien, sur quoi on insiste, et par la suite, même à l'époque saadienne ou alaouite, ça deviendra un lieu commun sur la façon dont on se rappelle, on se souvient, où on voit, on perçoit ce passé de l'époque almoravide almohade, c'est le moment où on a une arrivée massive, comme jamais, d'esclaves noirs. Et donc, évidemment... Alors, attends. Oui. Donc, on est chez les Almoravides, Almohades. Donc, on est il y a 1000 ans, pour aller vite. Oui. Comment elle s'appelle, la ville ? Aouderoust. Aouderoust, voilà.
Aouda-Oust, capitale de l'Empire du Mali. Du Ghana. Pardon, qui n'est pas du Ghana, bien sûr. Mais qui ne correspond pas au Ghana actuel. Hein. Bien sûr. Qui est un peu plus à gauche, un peu plus haut, enfin que le Ghana actuel, j'imagine. Aouda-Oust, aujourd'hui, c'est plus ou moins c'est la frontière entre la Mauritanie et le Mali. Voilà. Mais du côté mauritanien. D'accord, ok. Là, il y a des entités politiques, ouais. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de Bled Soudan, c'est une espèce de grand trou noir, voilà. Donc il y a des rois, j'imagine. Oui, absolument. C'est des rois, c'est un empire, c'est l'empire du Rhénan, qui est qui est à ce point puissant que il est en capacité, en mesure de traiter, par exemple, d'égal à égal avec l'empire almohade. Voilà. Et ce que je veux dire par là, c'est que la montée en puissance de ces entités subsahariennes, noires, et en voie d'être islamisées, parce qu'il y a un processus de conversion à l'islam qui est en cours, va empêcher les Berbères, si vous voulez, de se répandre, de faire la conquête du sud, de la frange sud du Sahara. Et c'est dans la mesure où, très important pour nous, ceux qu'on n'appelle pas encore les Almoravides ne vont plus avoir la capacité de faire la conquête du sud, de la frange sud du Sahara, la lisière sud, c'est la lisière méridionale, qu'ils vont se tourner en direction du nord. C'est un tournant majeur pour l'histoire du Maghreb. Parce que le premier empire véritablement maghrébin, il tire sa source de ce processus. Il provient des rives du Sénégal. C'est plus ou moins là. Et juste, je précise à nos auditeurs que tous les mots que l'on connaît, qui ont servi d'abord en langue arabe, dans les sources arabes médiévales, puis ensuite reprises par les Portugais, puis ensuite mondialisés, les mots Sénégal, les mots Guinée, sont tous des mots qui proviennent du berbère. Sénégal, bien entendu, c'est très connu, ça vient du mot Aznag, Iznegen, qui a donné le mot Snhaja, Snhajioun, Snhaji, c'est-à-dire le terme... Qui a donné déjà Exactement. Et moi qui pendant des années ai pêché, dans la région d'Esfi, on dit Taznakt. Taznakt, c'est la dorade, c'est ce qu'on pêche. Voilà. Donc le poisson qui est un peu couleur un peu foncée, vous voyez, qui est cette espèce de blanc, c'est pour ceux qui connaissent. Mais donc évidemment, c'est Snhaji et le mot Guinée, important. Alors Guinée, c'est quoi ? Guinée, ça provient sans doute probablement du terme. Alors c'est une étymologie qui est discutée. Autant Sénégal, c'est à peu près sûr, on peut le tenir pour certain, pour assurer. Mais Guinée, on pense que l'étymologie est berbère. Ça vient du mot Agnaou, Ignaouen, qu'on retrouve par exemple à Marrakech avec Bebegnaou, pour ceux qui connaissent, dans l'Islam. Et donc Agnaou, ça veut dire le muet. Mais attention, ça ne renvoie à... C'est celui qui parle pas ta langue. Celui qui renvoie pas la langue. Alors juste pour mémoire, je rappelle que par exemple les Russes désignent les Allemands sous le terme de Niemiec, Niemiecki Yazik, c'est-à-dire la langue des muets. Vous voyez, la langue des muets, déjà le paradoxe, c'est-à-dire en fait ceux qui ne parlent pas la langue, avec un L majuscule, celle qui donne l'identité culturelle, religieuse à un peuple donné. Évidemment, ça sert à se distinguer. Et le fait qu'on retrouve le nom de cette porte, qui était le nom de la porte principale almohade, elle était construite entre les années 1180 et 1190, à l'époque du calife Abu Yusuf Yaqub al-Mansour, donc le plus célèbre des califes almohades, à tort ou à raison d'ailleurs. Mais ça veut dire que le fait d'être puissant, de posséder des esclaves, et de posséder l'or est indissociable au Maghreb et aussi chez les empires africains eux-mêmes, indissociable de la puissance et de l'empire. Mais justement, je reviens à ma question parce que je comprends pas très bien, puisque nous on va chercher de l'or. Et tu dis on ramène aussi des esclaves. Oui, on ramène de l'or et des esclaves, principalement. C'est les deux denrées, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un certain nombre des animaux, etc. Par exemple, juste un indice, par exemple, c'est le moment où on voit sous le califat omeyyade l'arrivée, par exemple, de girafes. Plus tard aussi, girafes sous au moins l'empire almohade, on a des mentions textuelles. Et plus tard aussi sous les Mérinides, sous le sultan Abou Ainan, l'arrivée de la girafe est un grand événement. Tout simplement parce que regardez juste la racine du mot zarafa. Donc dans les Arafat, c'est l'idée d'être khalata, c'est-à-dire mélanger, parce que du point vous prenez Jahed, Kitab al-Hayawan, etc., ce genre de source, vous voyez bien que c'est un animal extraordinaire parce qu'il est comme le mulet, c'est un animal qui est le fruit d'un mélange improbable entre deux animaux. D'une part, la hyène, animal maléfique s'il en est, le dba, et d'autre part, l'oryx, c'est-à-dire le baqarat al-wahsh, donc l'oryx, donc l'animal très connu d'Arabie. Donc la girafe, elle a ce côté extraordinaire. C'est pour ça qu'elle est l'animal emblématique
de ce qui deviendra bien plus tard le zoo, parce que le zoo naît de ce concept de ménagerie. C'est l'animal du bizarre, quoi. Ouais, c'est l'animal. C'est l'étrangeté, l'exotisme poussé à son paroxysme, vraiment pour pousser à son maximum. C'est un petit peu l'idée. Et c'est juste sur la part, mais quand même symbolique, mais quand même importante. Mais évidemment, pour l'essentiel, on peut retenir l'or et les esclaves qui permettent aux empires maghrébins, à commencer par les Almoravides et les Almohades, de discuter et d'échanger avec les Européens. Parce que évidemment, c'est le moment où les fondateurs du capitalisme moderne, que sont les cités-États italiennes, les premières, c'est-à-dire d'abord Amalfi, à côté de Naples, puis ensuite Pise, Gênes et Venise, suivi un peu plus tard par Marseille et Barcelone. Évidemment, je te fais pas un dessin, mais si aujourd'hui le Barça a failli devenir le premier club capitalisé à hauteur d'1 milliard d'euros, je pense que le projet a échoué, ça ne deviendra pas, mais évidemment, ça a quelque chose à voir avec ce passé médiéval d'inventeur du capitalisme, c'est-à-dire inventeur de toutes les institutions qui ont servi de base au capitalisme, à savoir la bourse, l'assurance et bien entendu la banque. Ce sont ces trois instruments qui sont des créations. Parce que là, attention, contrairement à ce qu'a affirmé Max Weber, vous savez, le sociologue allemand qui affirmait que le capitalisme était d'origine protestante, etc. Non, le capitalisme, il a des origines italiennes. Je dis italienne, évidemment, par comité de langage, parce que vous avez compris qu'il n'y a pas d'Italie jusqu'aux années 1860. Ok, donc on résume. On a la naissance du capitalisme dans ces cités-États italiennes avant l'heure, grâce à l'or maghrébin. Alors ça, c'est quand même une découverte, une surprise de comprendre que l'or maghrébin a démarré ça. Alors on va détailler le mécanisme dans la suite de ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour en savoir plus sur l'or maghrébin et le capitalisme italien et le capitalisme tout court. À la semaine prochaine, les amis, pour la suite de ce podcast passionnant. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.